Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ok, bah c'est parfait. Écoutez, la salle est bien remplie. Donc, on va commencer cette table ronde qui porte sur le marché de la tech à Marseille. Mais avant de commencer, je vais vous présenter un petit peu Tiki.io parce que tout le monde ne connaît pas forcément Tiki quand on vient aux événements. Donc, nous, on organise des événements de recrutement, mais on est aussi un réseau social donc spécialisé dans le secteur de la tech. Et donc sur notre réseau, vous avez toute une partie de job board avec des offres d'emploi, vous avez une partie actualité également avec des actualités sur le secteur de la tech. Et vous avez aussi tous les événements qu'on organise, parce qu'on organise à Marseille, mais aussi dans toutes les grandes métropoles françaises. Voilà, donc on en a une quinzaine en fait tout au long de l'année. Voilà pour ce qui est équipe. Et pour cette table ronde sur le marché de la tech à Marseille, je suis accompagné de deux intervenants que je vais laisser se présenter et je vais laisser la main à Perrine pour commencer. Bonjour à tous, donc moi c'est Perrine et je travaille chez Ace depuis 7 ans, je recrute dans la tech, principalement sur la zone de Montpellier et depuis début janvier j'interviens sur le bassin marseillais sur les recrutements en CDI. Merci, alors bonjour à tous, donc, moi je m'appelle Antoine Garès, donc je suis responsable d'un service qui est du développement logiciel chez Naval Group. Donc je recrute aussi des postes dans la tech, dans le développement logiciel, sur Roule. D'une manière générale, il y a des postes ouverts dans tout le Var et puis aussi dans toute la France. Voilà. Et du coup, le sujet, donc le marché de la tech à Marseille, c'est un petit peu chaud, un petit peu vaste. En fait, on va voir ça en trois parties. Donc, il y a une partie, en fait, sur un petit peu l'état des lieux du marché, donc avec les entreprises influentes, les grosses entreprises qui sont présentes dans la région. Ensuite, on va parler des technos émergentes, ou pas, d'ailleurs, on en a vu ça tout à l'heure avec le Perrine et Antoine, mais des technos, en fait, qui sont demandés sur le marché, avant de passer, en fait, aux enjeux, aux défis du marché sur deux thématiques. Donc, voilà, donc il y aura à peu près 30 minutes d'échange entre nous trois. Et ensuite, il y a vraiment une passe de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, que ce soit sur les thématiques de la table ronde, mais aussi sur les thématiques propres à vous, plus concernant. Donc, n'hésitez surtout pas. Voilà. Écoutez, on va pouvoir commencer sans plus attendre. Donc, le marché de la tech à Marseille. Allez-y, il reste encore un petit peu de place devant. Je vous rassure, vous avez encore rien placé, ça va encore complètement commencer. Du coup, on va justement rentrer dans le vif du sujet. Donc, un état des lieux en fait, du marché de la région marseillaise, c'est pas que la ville de Marseille, mais c'est vraiment la région, et parler en fait des entreprises influentes, des entreprises qui sont présentes sur le marché, qui recrutent pas forcément, mais qui vraiment ont cette présence sur la région marseillaise. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bassin marseillais, c'est un bassin principalement composé d'entreprises dans le secteur industriel. On a des entreprises qui vont, que tout le monde connaît, Haribo, L'Occitane, Icar, CGM. Enfin, on a énormément d'acteurs dans le monde industriel qui va du coup influencer les recrutements dans ce domaine, en développement, sur la partie système, sur des postes en testing. Et voilà, l'avantage de la région marseillaise, c'est son bassin qui est plutôt ensoleillé, proche de la mer, et qui offre des conditions de vie qui sont quand même relativement sympas pour les gens qui y habitent, et je pense que ça vous le savez. Et en termes de dynamisme, même si c'est une des régions quand même où le taux de chômage est le plus important, avec de 9%, il me semble, depuis 2020, il ne fait que baisser. Donc c'est une zone économique qui offre de plus en plus d'opportunités d'emploi pour les personnes, notamment dans le domaine de la tech, qui est un domaine porteur aujourd'hui. J'avais vu aussi qu'au-delà des grandes entreprises qui sont présentes, il y a de plus en plus d'infrastructures ou de projets qui sont mis en place pour développer tout ce qui est l'environnement start-up. C'était, il me semble, donc Vivatech 2023, donc le gros événement tech, pas que français, maintenant on peut dire mondial. Il y avait plus d'une dizaine de startups marseillaises qui étaient présentes avec vraiment des projets autour de sujets qui sont quand même assez intéressants autour de la décarbonisation, les pompes à chaleur. Donc c'est vraiment il y a des projets qui sont intéressants et qui sont
sont soutenus par la région, donc ça favorise d'autant plus le dynamisme autour du bassin marseillais. Et il y avait aussi cet aspect d'utiliser attractivité parce que je reste sur le côté start-up, mais Marseille, il faut savoir que c'est, du coup, elle avait été élue, donc je ne sais plus dans quelle élection c'était, mais c'était la ville la plus intéressante pour se développer en tant que start-up après la ville de Paris. Donc on peut voir quand même que au-delà du dynamisme, c'est l'une des régions qui innove le plus, mais qui peut être le plus attractive après Paris, qui est forcément beaucoup plus, qui n'est pas dans la même catégorie avec les régions classées. Je ne sais pas si vous voulez. Pour la partie marseillaise, je ne serai pas très pertinent. Pour ce qui concerne Naval Group, les implantations dans le Var, il y a clairement un développement, parce qu'on a énormément de postes ouverts. On recrute, je connais plus exactement les chiffres, c'est quand même 400 personnes qui sont recrutées, qui seront recrutées cette année. Donc, en tout cas, l'effet croissance dans la tech, cet effet-là est constaté aussi chez Naval Group. Okay. Du coup, on va passer sur les tendances technologiques. Aujourd'hui, que ce soit dans le bassin marseillais ou dans d'autres régions, sur le côté développement, il y a des technos qui reviennent souvent, c'est notamment Java qui est beaucoup demandé. Est-ce que c'est le cas aussi dans le bassin marseillais? Est-ce qu'on recherche encore des développeurs Java? Alors, je vais parler pour Naval Group. Donc, oui, on recherche beaucoup de développeurs Java. Les développeurs, pas que, on a aussi besoin de compétences spécifiques. Mais effectivement, il y a pas mal de postes ouverts pour les Java. On a aussi besoin de compétences typées conception web également, donc tout ce qui est développement HTML5. Toutes les technologies afférentes autour du développement Java, des technologiciels un peu nouvelles que Java. Moi, je suis plutôt en phase avec Antoine. C'est vrai que Java, c'est une technologie de sécurité quand on cherche un emploi, parce que c'est ce qui est le plus recruté en France. C'est pareil à Montpellier, c'est pareil à Marseille. Et après, tu vas retrouver d'autres technologies plutôt comme du C++. Et pour des entreprises peut-être dans le domaine de la start-up, alors nous chez Ace on travaille peu avec des start-up parce que je pense que ça à cause de notre positionnement. On va travailler plutôt avec des PME ou des grands groupes, mais pour moi le voir au quotidien, des profils qui sortent de start-up sont plutôt orientés web, donc sur des technologies UX ou PHP, qui sont des technologies que je trouve aussi très accessibles avec même Open Classroom pour s'auto-former en fait, plus que du Java où je pense que, je recrute dans la tête, mais je ne suis pas développeur, mais peut-être c'est un peu plus difficile pour y accéder, pour développer en Java, pas s'auto-former. Oui, tu peux parler allez-y. Tu parlais à l'instant de technologie PHP. Alors je ne sais plus si c'était à Lyon ou à Strasbourg, mais j'avais une question d'un candidat qui me posait la question, est-ce que le développeur PHP est mort? Est-ce que c'est la fin du développement PHP ou pas, ou est-ce que le PHP a encore quand même des petites années devant elle? Je pense que ça va dépendre. À Montpellier, j'ai encore pas mal la demande sur les agences web par exemple, mais c'est vrai que les agences web qui ont plus de 15 ans et qui ne sont pas encore renouvelées, et souvent tu vas avoir un produit qui est le vieux produit de l'entreprise et le deuxième produit, souvent en JS, et donc ils demandent aux développeurs PHP de venir avec la promesse de le former sur du JS. Et d'ailleurs le développeur PHP, il n'est pas mort, mais il n'a plus envie de développer un PHP non plus, en tout cas de mon retour à moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, on pourra en discuter, mais... Alors, je ne pense pas à beaucoup de projets PHP dernièrement sur lesquels je suis intervenu. Je pense que le développeur PHP, effectivement, c'est autre chose que du PHP. Après, moi, je ne suis pas trop fan
de stéréotyper les développeurs et de dire lui, il est quelle techno. Le développeur, il peut développer peu importe le langage. En général, les mécanismes sont relativement les mêmes en fonction des technologies. Donc, l'évolution du développeur en fonction du contexte, moi, je ne suis pas inquiet. Je suis pas peur pour le développeur PHP. Oui, c'est aussi qui est intéressant, c'est pas rester focus que sur une techno, c'est vraiment aller s'intéresser à d'autres technos, surtout que c'est un domaine qui évolue beaucoup avec de nouvelles technos qui arrivent à droite à gauche. Donc, pas rester sur une stack, je pense que c'est quelque chose d'assez important. C'était aussi côté infrastructure que je voulais me tourner, notamment vers toi, Antoine. Donc, tu me parlais, on en parlait un petit peu avant, c'est sur les nouvelles technos dans les infrastructures, donc la virtualisation, tout ce qui va être data science, l'algorithmique. Je ne sais pas si tu peux nous apporter quelques spécifications sur ça. Alors, il y a plein de choses. Donc, data science, algorithmique ou virtualisation, donc tous ces domaines, tous ces secteurs, on le sait déjà, on va très probablement, du fait de l'évolution des produits, de l'évolution des besoins aussi, on va très probablement investir et continuer à investir dans ces technologies et avoir énormément besoin de ces compétences. Donc tout ce qui est data, gestion de la data, donc dans le domaine naval de défense, traiter d'importantes quantités d'informations pour être capable d'en extraire une information supplémentaire. Tout ce qui est virtualisation, ça c'est important dans le processus de développement, c'est important aussi pour la qualité de nos produits, ça nous apporte énormément pour gérer le cycle de vie des produits. Et ensuite, on a parlé d'algorithmie. Bon, algorithmique, data science, en fonction de ce qu'on fait, c'est plus ou moins des catégories similaires. D'une manière générale, ça fait très longtemps qu'on travaille, on adresse tout un tas de spectres d'algorithmes, que ce soit des algorithmes de fusion de données, donc c'est des algos qui sont adossés à des senseurs et qui ont besoin de travailler l'information. Demain, on va traiter des algorithmes de prédiction, on va essayer d'ajouter de la probabilité, d'ajouter le traitement de l'incertain dans nos produits, pareil pour créer de la valeur ajoutée, pour aider aussi. Donc, notre client, c'est le marin. On a besoin de lui faciliter la vie, on a besoin de lui permettre de décider plus rapidement. Donc, tout ça, ça passe par des fonctions à base d'algorithmes. Non. Après, ça peut être aussi côté recrutement. Administration, système réseau, donc tout son côté infrastructure. Est-ce que toi, Perrine, tu vois des demandes de ton côté qui sont en hausse ou non, mais est-ce qu'il y a de la demande dans ce secteur ou c'est vraiment plus focus sur le dev, plus focus sur la data? Nous, depuis qu'on a récupéré la zone de votre bassin à vous, il y a très peu d'opportunités en CDI sur la partie infrastructure. C'est ma collègue Colline, qui est d'ailleurs sur le centre, si jamais il y a des profils infra qui veulent lui parler. Elle a énormément d'opportunités, mais plutôt sur la prestation. Nous, en CDI, là, ce qu'on va avoir sur le bassin marseillais, c'est des postes de chef de projet ERP et des postes bien sûr en dev, peu importe la technologie, et en data. Après, sur la partie infrastructure, moi, si je peux te donner un retour par rapport à Montpellier, qui est une zone qui est quand même très similaire à celle de Marseille, on va chercher des profils, mais souvent en administration système et réseau, on va demander une expérience sur la partie cloud, une expérience sur la partie automatisation, pouvoir discuter main dans la main avec un développeur, et finalement les administrateurs système qui sont pas dev, c'est un petit peu plus compliqué. Donc c'est vraiment sur la partie, par contre sur la partie data, je vais t'en parler à l'instant, la partie data c'est quand même beaucoup plus ouvert, c'est beaucoup plus demandé, que ce soit à Montpellier ou à Marseille. Oui, clairement, quand j'ai commencé le recrutement en 2017, c'est des postes que j'avais pas, clairement, et ça fait peut-être 2 ou 3 ans qu'on fait peut-être une trentaine de recrutements par an sur le domaine, dans la data, et j'ai l'impression que c'est vraiment une forte demande de nos clients. Et plus on rencontre des profils en data, plus on va les envoyer à nos clients, plus on va créer aussi nous le marché, la demande. Mais c'est vrai que c'est un métier d'avenir et je pense qu'il faut commencer à s'y intéresser. Et moi, je me pose la question aussi, c'est du coup, forcément, il y a une explosion des données, donc on parle de big data, etc. Donc forcément, il y a beaucoup plus de demandes sur les postes, que ce soit data analyst, data scientist. Mais l'augmentation de ce nombre de données, c'est aussi, pour moi, ça augmente le nombre de besoins en cybersécurité. Donc je ne sais pas si, de ce côté-là, tu peux ressentir aussi, ou peut-être un peu moins.
on le ressent. On a très peu de profils parce qu'ils sont happés par les boîtes parisiennes. Et donc, il y a une vraie pénurie. Après, c'est vrai que quand on est candidat, là où il faut jouer, c'est les métiers en tension. Hein. C'est là où il va y avoir de la pénurie. Après, je ne pourrais pas te faire un retour. Peut-être que tu peux plus en parler. Non, modérément, le besoin de la cybersécurité, il est également extrêmement prégnant dans le domaine naval de défense, pour des raisons évidentes. Donc oui, je ne suis pas un spécialiste de ce domaine, mais effectivement, je sais qu'on a des postes ouverts sur ce sujet. On développe des systèmes cyber by design, donc on change un peu de paradigme dans le programme de travail. Et ben, du coup, on va pouvoir passer du coup, à la partie majeure de la table ronde. En gros, ce sont les enjeux. Donc, il y aura deux questions principales, deux thèmes principaux sur ces enjeux. Et le premier enjeu, moi, c'est quelque chose que je rencontre beaucoup, que ce soit sur les événements, que ce soit aussi sur le réseau, donc le retour que je peux avoir de membres de TechIt. C'est vraiment, en fait, on est sur un marché aujourd'hui où les profils expérimentés, je dirais même très expérimentés, sont très sollicités, mais sont quand même assez rares. Alors que les profils juniors sont bien plus présents, mais sont peu sollicités. Donc il y a une espèce de, je ne sais pas si on peut appeler ça de pénurie ou de fracture en fait sur le marché, où il y a vraiment des profils expérimentés qui sont là, écoutez, moi, ça ne sert à rien de solliciter, c'est pas possible, et les profils juniors qui demandent, mais qui ne trouvent pas forcément. Donc je ne sais pas, vous, ce que vous pensez de cette problématique, et ensuite, est-ce qu'il y a des pistes en fait, pour répondre à la question. Donc, pour ma part, et pour les postes qui sont ouverts dans mon service, les personnes que je recherche, je ne suis pas du tout attaché à un niveau d'expérience ou à quelques critères de ce genre. Je change volontiers l'expérience contre la fougue et l'énergie, entre guillemets, pour caricaturer. Donc on s'adapte, on a besoin des deux et on tire parti, on a énormément de choses à faire aux deux coups. Moi, je suis plutôt en phase avec Antoine. Après, là où il faut faire attention et où des fois nos clients nous demandent des profils expérimentés, c'est parce qu'ils n'ont pas la bande passante pour pouvoir accompagner un junior. Et nous, en tant que cabinet de recrutement, on fait de la mise en relation. Notre objectif, c'est de mettre en avant nos candidats chez nos clients. Et donc, des fois, on va pousser de manière un peu frontale pour que nos clients acceptent de prendre nos candidats en poste. Mais ce n'est pas un rendre service à un junior de le mettre sur un poste où on n'a pas personne pour l'accompagner, parce que, mis à part être en souffrance, c'est tout ce qui va se passer. Donc, c'est vrai que nous, c'est la grande difficulté, c'est les grands enjeux aujourd'hui dans le recrutement, c'est qu'on a énormément de profils juniors qui demandent quand même sauf acquérir des expériences, et des clients en face qui demandent des profils avec déjà de l'expérience. Et donc, la solution, c'est plutôt d'être vous, en tant que junior, ou plutôt s'auto-former pour essayer de se sécuriser et de se dire, écoutez, je vais vous rassurer, moi, telle et telle compétence, je les ai apprises. Il y a énormément d'informations en open source sur Internet, et c'est magique. Et pouvoir essayer d'aller rassurer le client de ce fait-là. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de chercher plutôt du savoir-être et de se dire, ok, il n'a pas toutes les compétences techniques, par contre, il ne sera pas perdu si on le met tout seul face à son écran. Mais c'est un des vrais enjeux. Et moi, je comprends aussi le client qui me dit, mais en fait, je ne peux pas l'accompagner. Donc, moi, je veux bien votre profil junior, mais si je n'ai pas la bonne personne, ça ne sert à rien. Et du coup, dans ce cas-là, est-ce que le portfolio, c'est quelque chose qu'on regarde? Est-ce que c'est quelque chose de très important côté recrutement? Ah oui. Oui, surtout sur la partie développement, je pense. Mais moi, c'est quelque chose que je demande à mes candidats d'intégrer directement au CV avec un lien où tu cliques dessus, hop, ça ouvre la page internet. Ou alors, nos clients font passer des tests via des plateformes. Et ça aussi, ça rassure, en fait, tout simplement. Juste pour rebondir sur ce que tu disais, c'est exactement ça, le savoir-être est prioritaire, quasiment sur le reste. Et à partir du moment où on a un junior qui est motivé et qui montre qu'il a une capacité d'apprendre, c'est pas justement parce qu'il ne connaît pas le langage, par exemple, que ça constitue un peu.
Donc il y a aussi toute la partie, on dit, c'est les soft skills qui rentrent en compte aussi dans le recrutement. Et après, c'est aussi la différence pour la personne. Oui, non, mais bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a, moi, de ce que j'ai ressenti, c'est que les juniors avaient vraiment du mal après. Forcément, ce n'est pas du tout le cas pour toutes les entreprises, mais j'ai l'impression que dans la majorité des cas, c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Donc, qu'est-ce qu'un junior en fait, doit mettre en avant pour maximiser ses chances. Je pense qu'on a déjà fait le tour avec les soft skills, etc. Mais... En fait, je pense même le fait de participer à ce type d'événement, en termes de savoir-être et d'attitude et de preuve d'engagement, c'est déjà, pour moi, c'est ce qu'il faut. Là, sur les tours, j'ai vu beaucoup de candidats avec peu d'expérience professionnelle. Le fait qu'il soit là, déjà en termes de personnalité, je trouve que c'est quelqu'un qui sort de sa zone de confort, qui va participer à un afterwork, parce qu'on va le voir quand même, de moi aussi. Et ça, c'est déjà hyper chouette. Après, mettre en avant des soft skills sur un CV, sur du papier ou sur un profil LinkedIn, c'est très, très compliqué. Il faut se déplacer. On le fait peu, parce que maintenant on a la vidéo, parce que voilà, on a tout mis dans le digital. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on peut se voir en vie. Je vais ajouter un point qui est un peu propre au métier chez le Group, c'est qu'on fabrique quand même des objets. Je pense qu'il y a, à moins que vous soyez un ancien marin, il n'y a aucune chance que vous ayez déjà utilisé les produits qu'on développe. Et donc, forcément, on ne peut pas s'attendre à ce que les juniors aient une quelconque connaissance du domaine. Et donc, de base, on intègre une courbe de montée en compétences parce qu'il faut prendre connaissance du domaine, il faut se l'approprier. Et quand je dis qu'il faut se l'approprier, c'est vraiment ça. Vous ne pouvez pas tweaker comme ça juste parce qu'on a une connaissance extérieure du sujet. On deviendra performant qu'après un certain nombre d'années pendant lesquelles on aura un peu côtoyer les gens qui utilisent le projet, on aura plus conscience des problèmes sous-jacents, et donc c'est quelque chose que je sais, je ne trouverai pas sur un CV. Eh bien, écoutez, merci pour vos réponses. Si jamais vous avez des questions sur le sujet, on pourra en parler, on pourra en discuter après. Mais du coup, on va pouvoir passer au deuxième enjeu, qui est celui du coup, de l'intelligence artificielle. Donc, ça fait quand même déjà un petit paquet de temps que l'intelligence artificielle existe, mais ça fait quand même depuis peu de temps qu'on en parle quasiment tous les jours, on ne va pas se mentir, donc ChatGPT, tout ça, je ne vais pas vous faire tout le discours, mais moi ma question c'est, est-ce qu'aujourd'hui les entreprises en France ont déjà pris le pas sur l'intelligence artificielle? Est-ce que les grosses boîtes l'ont intégré à leur DSI? Est-ce qu'aujourd'hui en France on peut parler de recrutement en machine learning, en deep learning, dans toutes ces choses-là, alors que c'est des termes qui sont quand même assez anglophones et qui sont comment dire, plus pour les États-Unis ou les Anglais peut-être. Mais est-ce qu'aujourd'hui en France, l'intelligence artificielle est vraiment intégrée dans les entreprises? C'est pas mon sujet de prédilection. Maintenant, je le vois au quotidien quand je rencontre des développeurs ou des chefs de projet. Nous, on a intégré Copilot et on l'utilise notamment pour rédiger nos annonces d'emploi, parce qu'on rédige peut-être une quinzaine par semaine, ça fait beaucoup, nous on automatise tout ce qu'on peut. Et je suppose que du coup, ils ont dû se passer au niveau de notre équipe sécurité en Angleterre, parce que nous, la DSI n'est pas en France. J'ai beaucoup de mes clients qui automatisent pas mal de choses grâce à l'intelligence artificielle. Maintenant, est-ce que ça va changer nos méthodes de recrutement? Je pense que ça serait bien qu'on puisse sélectionner les profils, notamment sur les CV Tech, etc., de cette manière-là. Rédiger nos annonces, mais ça ne remplacera probablement pas notre métier, parce que pour aller récupérer le savoir-être, je ne sais pas si l'intelligence artificielle pourra le faire. Après, pour les recrutements, ça a joué un rôle, parce que moi, je n'avais jamais recruté, et pourtant il y en a beaucoup, un profil, que ce soit en Go, en Python, ou même sur du R,
Et là, je vois des candidats qui pratiquent ce type de technologie-là et des clients qui en demandent. Alors que bon, je l'avais jamais vu. Alors, du coup, bon, le domaine d'intelligence artificielle, ça va. Donc, évidemment, il y a plein de développements, il y a plein de sujets qui sont adressés, que je souhaite adresser. Évidemment, à commencer par le sujet social crédit. Donc, voilà, on conçoit et on imagine facilement le besoin d'avoir des systèmes, je disais tout à l'heure, qui viennent soulager un petit peu l'intelligence humaine pour aider à la prise de décision. Donc là, il y a énormément de besoins pour conduire les opérations, pour optimiser la gestion d'une défense, pour faire plein de choses, plein d'endroits. Il y a des domaines, la quantité d'applications est infinie. Bien traiter l'information pour être capable de détecter rapidement un comportement étrange quand on surveille une zone. C'est infini et c'est passionnant. Si ça vous intéresse, je vous invite à nous rejoindre. Pour ce qui est aussi évidemment tout ce qui est outillage, l'amélioration de l'industrie. Et ça, c'est aussi des sujets qui se développent pour améliorer notre performance dans l'analyse de problèmes. On développe, on détecte des choses inchangées, on est capable d'enregistrer ce qu'on fait, puis ensuite de reconnaître un problème qu'on a déjà eu parce qu'on enregistre et on essaye d'ajouter de l'intelligence dans la détection de nos problèmes, ce genre de choses. Donc là aussi, il y a le côté produit, il y a le côté industrie. Et outillage industrie, il y a énormément de sujets qui se développent. Donc oui, c'est clairement quelque chose qui prend l'ampleur. Ça prend de l'ampleur et est-ce que du coup, derrière, il y a de la demande je ne sais pas si toi, tu peux parler côté naval, mais tu parlais d'outillage, tu parlais informatique. Est-ce qu'il y a de la demande en gros dans ce secteur-là? Alors, je n'ai pas les références des postes à tête, mais c'est à peu près certain que oui, il y a des demandes. Hein. D'accord, ok. Écoutez, on va peut-être arriver au terme de la partie discussion. Donc, un grand merci à Perrine et un grand merci à Antoine. Et du coup, on a un petit passage de questions-réponses. Donc, si jamais vous avez des questions, là, on a 15-20 minutes pour répondre à vos questions. Donc, surtout, n'hésitez pas, que ce soit sur vraiment ce qui a été dit, ou si vous avez des questions plus personnelles. La première épisode à lancer, c'est. Hop, je vais essayer de passer le micro. Bien, merci pour la présentation. Perrine, je vous ai entendu parler plusieurs fois d'auto-formation. C'est assez important parce que dans la vie d'un développeur, en tout cas d'un développeur, je ne connais pas les autres écoles, on s'auto-forme un petit peu tout au long de notre carrière. Par contre, sur tout ce qui est annonce, on a toujours l'impression que les recruteurs sont très attachés à la notion de diplôme, à la notion de formation conventionnelle. Comment on engage la discussion avec un recruteur pour faire valoir son auto-formation? Depuis 2017, où je recrute, c'est la première fois que j'entends qu'il y a un frein sur la formation. Tu as quoi comme diplôme? Donc moi j'ai fait une reconversion professionnelle qui a été suivie d'une alternance, donc ça m'amène à un titre NCP qui va dans le bac plus 4. Ouais. Je ne suis pas persuadé que ce soit j'ai pas spécialement de retour sur cette formation-là, mais juste sur les annonces en fait qu'on voit, il y a toujours vous discutez d'un système, vous discutez d'un bac plus 3, vous connaissez tant de tests. Alors que justement, le propre du métier, c'est un peu d'arriver à évoluer avec la tech au fur et à mesure, en même temps. Je suis complètement en phase avec ce que tu dis.
En fait, nous, vous nous avez demandé de nos annonces, elles sont chartées. Hein. Et c'est pareil pour d'autres entreprises, c'est-à-dire qu'on va nous demander, on a des squelettes et souvent on doit respecter une certaine façon d'énumérer aussi le profil qu'on va rechercher. Nos clients, systématiquement, ils nous donnent ce qu'on appelle un cahier des charges avec certaines attentes. Le mouton à 5 pattes n'existant pas, souvent la formation, c'est vraiment ce qui passe en dernier dans les critères. Et nous, dans nos annonces, par contre, on le met, mais je pense que si tu dois postuler, parce que tu penses qu'en termes de technologie, ça va t'intéresser, que tu vas réussir à monter en compétences dessus, tu n'avais pas de barrière, postule, parce que nous, on regarde. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je ne regarde pas. Le diplôme. D'accord. Merci, c'est intéressant de savoir. Côté OSN encore, est-ce que vous conseillez de postuler quand on n'a pas tous les critères, sachant que vous, quand vous allez pousser au client, votre travail aussi, c'est de cocher les cases. Et donc, qu'est-ce que vous conseillez sur ce sujet-là? Moi, je conseille de postuler, dans tous les cas. Parce que même, moi par exemple, en temps réel, j'ai 40 postes ouverts dans peut-être une trentaine d'entreprises différentes systématiquement chaque mois. Et chaque semaine, ça bouge. Et si tu postules pour une annonce, j'en sais rien, moi, de testeur QA avec une partie automatisation et que je vois que dans ton profil, tu l'as pas, mais un autre de mes clients qui est dans une zone similaire et le poste correspond, je ne vais pas me mettre de barrière, même si tu n'as pas postulé pour ce poste-là, je vais quand même t'appeler. J'ai pas d'autres questions. Alors, on parle beaucoup de marché comme un futur réseau, un futur hub en termes de réseau, en termes de fibre. Du coup, vous serez amené à ce côté hardware, côté. Ça se passe 60 ans en termes de pôle d'emploi, mais pas du tout. Oui. Ouais, en fait, il aurait fallu que. Après, si tu veux aller en discuter avec ma collègue Pauline, qui est sur le stand, je pense qu'elle sera ravie de pouvoir te donner, elle, sa vision. Moi, j'ai récupéré ma feuille depuis janvier et je pense qu'on manque de recul sur le sujet. Elle fait beaucoup de postes en infra, donc hardware, etc., sur la partie prestation. Nous, en CDI, on n'a pas. En tout cas, je ne le vois pas. Mais peut-être que c'est parce que c'est pas assez travaillé. Donc, je ne sais pas si j'ai un vrai retour pertinent à faire. Oui, alors, Navalcourt, ça peut être un peu fou pour pas mal de personnes. Oui, pour nous décrire un peu un produit un peu spécifique qui nous fasse rêver. C'est dur de faire des choses. Donc, par exemple, le logiciel que développent les équipes, c'est un logiciel qui s'appelle un système de combat. Donc, c'est le logiciel qu'on met dans le bateau qui permet de mettre en œuvre les armes, qui permet de s'interfacer avec tous les senseurs du navire, donc radar, solaire, etc. Donc, dans tous les films où on voit quelque chose qui se passe dans un bateau, la grande salle avec plein d'écrans et plein d'ordinateurs, ça c'est le logiciel que développent les équipes. Donc, c'est un logiciel qui permet, entre autres, d'organiser, de conduire les opérations. Donc, il y a la version au-dessus de la surface, il y a la version sous le yacht, donc sous-marine, avec, je ne sais pas si on peut imaginer des produits plus facilement. On parle de gérer un objet qui embarque entre 50 et 100 personnes dans l'environnement le plus inhospitalier qui existe sur Terre, propulsé par une centrale nucléaire et qui potentiellement est capable de mettre des fusées. Voilà. Je pense que ça ne peut pas être autre chose que passionnant. Bonjour. Moi, ma question, c'est plutôt sur la partie recrutement. Parce qu'au niveau de l'actualité, tout ce qui est au niveau de l'actualité par rapport aux États-Unis, par exemple, avec tout ce qui est la grande vague d'émissions des GAFAM. Et donc, c'est pour savoir, est-ce que vous pensez qu'à peu près, on va peut-être ou pas subir des répercussions en Europe, en France, de justement cette actualité au niveau des GAFAM qui, si vous me permettez l'expression, peut dire énormément de personnes.
ou si on va être plutôt épargné au niveau du secteur de la tech? Pour te faire un retour là aujourd'hui sur le marché du recrutement pur, peu importe le type d'emploi, depuis qu'on a entendu parler des vagues de licenciements aux États-Unis sur les GAFA, nous, on a eu une prise de conscience et on a analysé le marché. Et ce qu'on remarque, c'est que le marché est un petit peu plus tendu que d'habitude. On a moins de recrutement parce que les entreprises sont un peu plus frileuses et plus de profils à l'écoute du marché, puisqu'il y a énormément de personnes qui ont perdu leur emploi. Donc ça rééquilibre un petit peu le marché candidat-offre, qui était complètement déséquilibré depuis le Covid. C'était un marché très florissant, les développeurs avaient plusieurs opportunités en même temps, il fallait choisir. Et pour les entreprises, c'était un peu difficile parce qu'il fallait être en démarche de séduction envers le candidat. Maintenant, ce qui est très positif, c'est que le taux de chômage n'augmente pas. Donc en fait, c'est un peu plus tendu que d'habitude, mais les indicateurs sont quand même hyper positifs et être dans la tête, c'est toujours aussi la sécurité, parce que c'est hyper porteur. Si vous me permettez, ça repart. C'est un peu plus comme quelque chose de, en quelque sorte comme vous avez dit, ça intégrerait un peu de balance à partir sur quelque chose de plus normal. C'est ça va normaliser le marché du recrutement qu'on avait en fait avant le Covid, donc plutôt 2019.